Vous parlez donc de géoarchéologie et de plusieurs sites qui se trouvent tous en bordure du monde grec et voilà, dans la zone non pas tout à fait centrale des mondes romans, au croisé avec les mondes iraniens ou les mondes thraces pour ce qui est de l'Égée. Et je vais vous parler de l'archéologie, c'est-à-dire de cette nouvelle science qui est une forme d'interdisciplinarité entre les géosciences, c'est-à-dire la géophysique, la géomorphologie, mais aussi les paléobiologies, et tout ce qui concerne l'histoire, l'archéologie, la philologie, tout ce qui nous permet donc de reconstituer des territoires plus ou moins larges, de savoir comment ils étaient, ces territoires, ces paysages à certaines époques, et donc de mieux analyser les sources littéraires qui nous parlent de ces paysages. Donc, il s'agit d'une balance, c'est-à-dire de passer de l'un à l'autre en essayant d'éviter évidemment les jugements circulaires. Concrètement, on parle des cartes géologiques, des cartes de différentes époques. On va sur le terrain, on fait du drone, on fait de la géophysique, on fait des carottages géomorphologiques qui sont toutes des petites excavations d'un diamètre généralement de 10 cm, mais sur des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 20 mètres. C'est donc des petits fouilles archéologiques, mais qui permettent de traverser aussi des milieux que normalement on ne peut pas fouiller en archéologie, c'est-à-dire en particulier les milieux humides ou passer à travers les nappes phréatiques. Et ensuite, en combinant donc les détails de la géophysique électrique, magnétique, radar avec ces résultats, on peut donc se faire déjà une idée de ce qui contient le sous-sol et donc mieux fixer nos fouilles archéologiques, sondage, prospection ou même carrément fouilles en air ouverte, plus grande. Et avec tout cela, toutes ces données sur un site, sur un territoire, on peut recomparer avec les sources littéraires et arriver à des cartes chronologiques, comme je vais essayer de vous montrer, donc qui vous montrent le développement d'un territoire, surtout de cité, puisqu'ici on est quand même dans un monde grec ou hellénisé, donc on parle de territoires de cités ou d'un ensemble de cités à travers des milliers d'années. Je suis moi-même à l'origine philologue et aussi archéologue, donc j'étais obligée pour travailler avec des géomorphologues, des paléobiologues, des géophysiciens, élargir mon champ disciplinaire, non seulement pour apprendre un peu de géomorphologie, géophysique, mais aussi pour pouvoir regarder les documents qui ne sont pas seulement antiques, parce qu'il faut savoir, quand on fait ce type de recherche, et s'étend forcément sur 4000 ans, voire plus, parce qu'on ne va pas arrêter les carottages à la fin de l'Antiquité. Donc, il faut être conscient et regarder les documents de différentes époques pour pouvoir voir les contrastes et donc les changements environnementaux. Le premier exemple que je voudrais vous proposer vient du Taman. On est au nord de la mer Noire, dans ce qu'on appelle le royaume du Bosphore. Donc, vous voyez ici en bas une carte de la mer Noire. Donc, on est vraiment au pied du Caucase, entre la mer Noire et la mer d'Azov, à l'extrémité nord-orientale du premier monde grec archaïque et classique. À partir du 5e siècle se développe ici ce qu'on appelle le royaume du Bosphore, donc du Bosphore du Nord, du Bosphore sémérien, donc un des détroits qui séparait l'Europe et l'Asie. Et le royaume du Bosphore qui part donc de la cité qui s'appelle elle-même Bosporos, c'est Pantikapaion, par une association, une alliance de cités grecques, plus ou moins forcées par Pantikapé d'adhérer à cette alliance, et aussi des peuples que les sources grecques présentent comme des Méotes, Maïotai, mais aussi des peuples iraniens, donc est-iraniens qui ont migré au-delà du Iran jusqu'au nord de la mer Noire. Et donc, on parle généralement des Scythes et des Sarmates. Donc, un mélange de peuples et de communautés, à la fois polyades et ethniques, réunies dans ce royaume du Bosphore, comme vous voyez, surtout à l'époque hellénistique et à l'époque romaine. Mais un royaume du Bosphore qu'on connaît depuis le 19e siècle par ses importantes découvertes, aussi bien en archéologie grecque, le site de Pantikapé et plus récemment de Panagoris sont absolument fantastiques, mais surtout pour les découvertes évidemment de Kourgan, c'est-à-dire tout leur site vient plus ou moins en grande partie de ces Kourgan, Koulova ou autres Sémigraphes, etc. Donc l'Ermitage, le musée de Moscou, donne des belles exemples. Donc, une région extrêmement riche qui faisait du commerce avec Athènes en vendant des esclaves, des céréales et en recevant les produits de la manufacture grecque.
Le problème, c'est qu'on ne savait pas très bien l'aspect de ce royaume du Bosphore. Pourquoi? Parce que la géomorphologie est extrêmement complexe. On est entre deux mers, du point de vue moderne, du point de vue antique, la mer d'Azov n'est qu'un lac. De fait, elle n'est pas plus profonde de 9 mètres. C'est plutôt avec de l'eau douce à cause du Don et des grands fleuves qui coulent là-bas. Et donc, on est entre deux mers, au pied du Caucase, donc beaucoup d'érosion, érosion qui vient à la fois par les vagues marines, donc au niveau du sud, mais aussi par les deltas des fleuves, et une progression très importante du delta du grand fleuve du nord du Caucase, qui s'appelle le Kuban, un fleuve qui pose problème quand on cherche à l'identifier avec les noms d'hydronymes grecs, avec les noms de fleuves grecs. Aujourd'hui, le territoire se présente de cette manière. Donc, vous voyez la grande ville de Pantipatès, celle qui a dominé tout le détroit. Donc, c'est l'équivalent, si vous voulez, sur le Bosphore Thrace de la ville de Byzance. Et de l'autre côté, on a une péninsule. Mais évidemment, cette péninsule n'existait absolument pas dans l'Antiquité. Et donc, les auteurs antiques nous parlent de plusieurs îles, chacun dont son nombre différent. Pourquoi? Parce qu'ils parlent, ils écrivent à des époques différentes. Mais comme il n'y avait pas le principe d'anachronisme, on peut avoir chez un auteur du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ une information du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, tout est mélangé et il faut être très critique dans l'approche des textes. Le problème dans cette région, c'est qu'on n'a pas d'inscription. Donc, toute la région étant comprise dans le royaume du Bosphore à partir de la fin du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ, les inscriptions parlent du Bosphore, de la capitale, et non, on n'a pas préservé donc l'identification, les sites, les cités grecques fondées depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ et 6e siècle avant Jésus-Christ, donc qui ont gardé une identité locale, mais qui ne donnent pas leur nom dans les inscriptions et souvent même pas dans les monnaies. Nous sommes donc dans la possibilité de reconstituer, de comprendre quelle cité correspond à quel site archéologique. Ici, vous avez la représentation traditionnelle qu'on trouve encore, on trouvait en tout cas jusqu'à il y a une dizaine d'années, dans absolument toutes les publications et qui était une vue empirique, c'est-à-dire sans être basée sur des carottages. Les gens sont allés là-bas, ils ont dit qu'il y avait deux vallées. Ils ont dit, bah voilà, la grande péninsule devait être divisée dans ces trois îles et les gens sont efforcés de faire correspondre les textes littéraires, Strabon, Ptolémée, etc., avec ces îles complètement imaginaires. Parce que nous sommes allés avec des géomorphologues allemands de l'université de Marbourg et ensuite de Cologne. Vous voyez ici Daniel Kerterbaum, qui travaille dans l'équipe de Edmund Brunner, et qui ont fait des carottages, donc ces petites excavations jusqu'à 15-20 mètres de profondeur pour voir vraiment les couches et lire si vraiment il y avait de la terre ferme ou s'il y a un dépôt lagunaire et s'il y a un dépôt maritime. Ça, on le voit en étudiant les sables, donc les géomorphologues, les géologues connaissent cela, et aussi en regardant à l'intérieur des sables s'il y a des petits animaux au stratos qui vivent dans l'eau douce, dans l'eau salée, et s'il n'y a pas de ces animaux, c'est que là, il y avait toujours de la terre, et donc on n'a pas d'île. Et donc, vous voyez ici, comment on présente un carottage, ici sur 10 mètres, et donc on lit selon la couleur, la consistance, la granulométrie de ces couches, et ensuite, comme je vous disais, on regarde avec les paléobiologues s'il y a des à l'intérieur. On les date en prenant du matériel organique avec carbone 14, mais on peut dater aussi par Excel, luminescence, etc. Et ensuite, on fait beaucoup de ces carottages, parce qu'évidemment, ça ne suffit pas de les faire sur un point. Donc, généralement, quelques dizaines, on a fait des centaines ici, pour tester l'hypothèse, est-ce que c'était vraiment ces îles qui apparaissaient dans la bibliographie, où pouvaient être. Donc, vous voyez, on met carottage à côté de carottage. Ensuite, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, les détails, parce qu'il faut calculer aussi avec les changements du niveau de la mer, l'influence tectonique, la subsidence, etc. Mais disons qu'en mettant bout à bout, les géomorphologues sont venus avec cette carte qui montre qu'il n'y avait pas les trois îles qu'on connaissait au début, mais qu'il y a une seule grande île, ce qui correspond très bien en fait avec ce que connaissaient les épigraphistes du corpus des inscriptions bosphorien. On parle de la grande île qui se trouvait au milieu du royaume du Bosphore. Et là, voilà, notre grande île. Et en revanche, on a découvert d'autres petites îles à côté. Donc, les géomorphologues sont venus avec une carte complètement différente et nous ont montré qu'il y avait ici un canal. D'ailleurs, apparaît, on le trouve très facilement sur les cartes jusqu'au XVIIIe siècle, mais que les gens avaient complètement oublié suite aux travaux d'installation de l'agriculture et d'installation des routes faites dans la Russie tsariste, donc à partir de Catherine la Grande. Et donc, il faut considérer qu'au moment où les Grecs sont arrivés dans ce point,
à la fin du 7e siècle ou plus tard, 7e siècle avant Jésus-Christ, en fait, ils pouvaient naviguer tout autour de cette île. Et de fait, les archéologues allemands, je parle en particulier de Udo Schlosshauer, qui travaille avec Denis Jurablev à Moscou, ont trouvé, identifié une série de sites ici qui devaient être des sites grecs archaïques, nécessairement en bordure de mer, donc parfaitement accessibles directement de la mer Noire. On a même fouillé ici, donc au bout de cette grande île, un site qui s'appelle Strelka, donc au bout de Denis Jurablev et Udo Schlosshauer, avec une fortification du 6e siècle avant Jésus-Christ. On n'a pas le temps de parler maintenant, mais cela change beaucoup de l'image de la colonisation grecque ciblée sur des grandes cités. Au contraire, on voit que quelques familles, des petits groupes vont et fondent en fait leur propre cité, mais que ces petites cités avec des fortifications dès l'époque archaïque ne résistent pas et sont ensuite, soit elles se regroupent, soit elles sont englobées dans une cité plus grande. Dans tous les cas, pour ce qui est de l'environnement, on a établi donc l'existence de ce deuxième grand canal qui passait par de là la grande île. Et donc archéologues et géomorphologues ont pu donc reconstituer la programmation de ce delta du Kouban et voir que si au 5e siècle avant Jésus-Christ, on avait cette grande île du Bosphore, donc celle qui est attestée très bien par les inscriptions du Bosphore, on est sur ce île-là, avec la progradation de ce fleuve qui vient du nord du Caucase, donc qui apporte beaucoup de sédiments et qui remplit en fait l'espace entre ces petites îles, transformant tout l'archipel dans la péninsule qu'on connaît aujourd'hui de Taman. Donc on voit ici une image qui est à la fin de l'époque hellénistique. À l'époque romaine, déjà la grande île a été rattrapée, mais on pouvait encore circuler avec des bateaux en fait jusqu'à l'époque romaine. Ici, on a juste un delta front, ce qu'on appelle dans les termes des géomorphologues. En tout cas, vous voyez là le remplissage progressif. Vous avez ici beaucoup de numéros qui correspondent aux sites archéologiques, donc qui ont été explorés par les équipes russes. Et juste pour vous donner une idée, donc la grande ville de toutes ces régions, c'est ici à Senoï, c'est le grand site de Panagorie, où on a vu récemment découvert même une inscription achéménide du 5e siècle avant Jésus-Christ, de la première moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un signe, je le crois, et j'espère arriver à finir une fois cette étude, sur les traces d'Alexandre Abraham, je vois comme le signe du fait que Darius et que les Achéménides sont arrivés jusque sur ce point et que le Bosphore, avant d'être le grand royaume du Bosphore, ont été intégrés dans l'Empire achéménide, une situation qui s'arrête au plus tard à la moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et maintenant, j'arrive, c'était mon travail, donc comment identifier tout ce nouveau paysage qui a été reconstitué, donc sans prendre en considération les textes, comment faire passer ça coller ensemble avec les textes qui vont donc du 6e siècle avant Jésus-Christ, Hipponax ou Sculops de Carianda, jusqu'au 18e siècle après Jésus-Christ, parce que j'ai pris les textes antiques, byzantins, tout ce que j'ai pu ensuite à partir des premiers voyageurs, textes et cartes. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que si, quand on avait une reconstruction avec 3 îles, ça ne collait pas avec les textes anciens, maintenant, si on fait une lecture critique de chaque source, si on réévalue les distances en essayant de recalculer, parce qu'évidemment, on peut en discuter, mais c'est très compliqué de savoir la dimension d'un stade selon les sources. Pourquoi? Parce que le stade peut être tout simplement mesuré sur Terre et doit être très précis. Et donc, on peut être autour de 200 mètres, 233 mètres. Ensuite, il peut s'agir d'un stade qui est calculé de manière approximative à partir des journées de marche. Et évidemment, on marche plus vite avec des plus grands pas le matin et avec des plus petits pas le soir. Et donc, là, quand on a des stades calculés sur des distances grandes, on a remarqué que le stade se situe plutôt autour de 170 mètres. Donc, ça fait ça le stade d'époque hellénistique et des marcheurs à partir des marcheurs d'Alexandre. Et ensuite, on a aussi des distances qui n'ont rien à voir avec des mesures réelles, parce que ce sont des distances calculées tout simplement par la géométrie, donc le triangle de Pythagore, c'est-à-dire de A à B, de B à C, et ensuite on détermine l'autre distance. Et tout cela en allant des terres vers les mers, etc. Donc c'est assez compliqué. Donc il faut relire les textes, les corriger, ou renoncer plutôt aux corrections des éditeurs. À la fin de tout cela, je suis arrivée à une image qui confirme vraiment, ça colle très bien avec les géomorphologues, une image qui fait que la seule ville qui a été correctement identifiée est Panagorie.
mais qui fait qu'on doit tout simplement changer d'identification, par exemple, pour la ville d'Hermonassa, qui ne se trouve pas sous l'actuelle ville de Taman. Là, il faut voir plutôt Képoi. Donc, aussi la ville de Képoi, qui était interprétée comme une ville, n'est absolument pas une ville, c'est tout simplement un sanctuaire extra-urbain de Panagonie, c'est-à-dire à Patagonie. On a publié une partie de tout cela et on est en train de faire le livre, de voir paraître le livre en allemand et en russe. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment de la géomorphologie, paléobiologie, archéologie, on peut arriver même à la linguistique et à l'étymologie, parce qu'on est dans un domaine ici donc, où se croisent non seulement le grec, mais les langues, comme je vous disais, est-iraniennes, mais aussi des langues caucasiennes. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à Strabon, on apprend que la partie sud de cette île s'appelait Korokondame, et on apprend grâce à Pomponius Mela, donc nous demandons toujours au début de l'époque romaine, il y avait ici un nom qui était Korokanda, que le Bosphore s'appelait Korokanda. Donc, en faisant un peu d'étymologie, Korokanda, ça serait le nom le plus ancien du Bosphore, et donc ça viendrait du radical Kork, qui est un radical indo-européen qui signifie la gorge, donc on est vraiment dans une gorge, dans un détroit maritime. D'ailleurs, les Turcs appellent les détroits toujours par gorge, Boaz, n'est-ce pas? Donc, ça fait la même manière dans les langues est-iraniennes d'ici. Korokanda, donc c'est la gorge, c'est-à-dire ce Bosphore, qui a deux gorges, en fait, deux trachées, comme dans la gorge humaine. Et ensuite, Korokondame, avec une formation, avec probablement, il y a plusieurs hypothèses, j'ai essayé de trouver trois hypothèses, mais la plus convaincante semble la première, c'est-à-dire qu'on a en Korokanda plus d'âme, qui signifierait dans les langues iraniennes obstacle, et donc Korokondame, c'est-à-dire la partie sud de cette île qui abrite le site le plus ancien. Avant l'arrivée des Grecs, on a ici un site qui remonte au XIe siècle. Donc, Nicolas Sudarev fait maintenant des fouilles parce qu'on a installé ici un très grand port russe et on a fait des travaux pour l'installation d'une ligne ferrée et donc aussi une autoroute. Donc, bref, ici, on a fait des découvertes très importantes au sud de cette île. Et ici, on a Korokondame. Donc, ça serait l'obstacle dans la gorge. Le Bosphore cimérien aurait été Korokanda, non iranien. Korokondame, c'est l'obstacle, c'est-à-dire cette partie la plus haute de l'île qui est au milieu du détroit. Et Korokondamitis, donc c'est l'eau, la lagune qui baigne Korokondame. Et c'est exactement cela qu'on trouve ici et qui est attesté par Strabon. Voilà donc à quoi sert la géoarchéologie, reconstituer donc un paysage. On fait évidemment beaucoup de carottes et ça signifie beaucoup de projets et de travail. Ça signifie reconstituer l'histoire d'une région parce qu'on peut mettre des noms. Ça signifie réécrire l'histoire de tous ces sites, mais aussi mieux comprendre les textes littéraires et surtout les toponymes. Je passe au point 2, si j'ai encore un peu de temps, pour vous montrer comment on peut corriger, on peut faire une édition du texte à partir des résultats quand on identifie les sites, comment on peut mieux comprendre les textes qui en parlent. Et cette fois-ci, on va en Roumanie, au bord du delta du Danube, donc le plus grand delta d'Europe, qui pose beaucoup de problèmes du point de vue géomorphologique en raison de ces dimensions absolument impressionnantes. Donc là, on n'est plus au niveau des centaines de cautages, on va les compter avec plusieurs centaines, voire plus. Et on a commencé ici avec un projet de l'Université de Bucarest, pour lequel j'ai été soutenue toujours par l'AOPO. Donc, je suis très, très reconnaissante. Et donc, c'est non seulement ces deltas, c'est le plus grand, donc du point de vue géomorphologique, on a beaucoup à faire, mais aussi c'est une région extrêmement riche du point de vue archéologique, c'est-à-dire on a des choses du paléolithique, mais surtout des choses de l'âge du bronze, antiquité grecque, des Grecs aux Romaines, évidemment, c'est une partie. C'est une entrée vers l'Europe. Une voie, le Danube a été une voie donc, au nord des Balkans, peut-être à certaines époques, même jusqu'à l'Europe centrale. Donc, beaucoup de sites. Donc, je me suis occupée à les compiler avec des collègues de l'université, de l'Institut de Suica, Solina Evinca et Aurel Stenic, et énormément de textes littéraires de différentes époques, de cartes. Donc, encore une fois, on parle d'une augmentation qui va sur 3000 ans.
Voilà comment, dans les publications actuelles, si on prend le Paris ou tout autre manuel, on voit le delta du Danube. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la carte actuelle et on a essayé de mettre les noms antiques. C'est évidemment complètement faux parce que tout ce delta que vous voyez ici n'a été fait qu'en 8000 ans. C'est-à-dire, ça commence en 6000 avant Jésus-Christ. En 6000 avant Jésus-Christ, la mer était tout près de ce que vous voyez ici, Aiguissos. Tout cela n'existait pas. Donc, il faut essayer de voir où était la terre et quelles étaient les branches du fleuve à différentes époques de l'histoire et remettre les textes, et évidemment les découvertes archéologiques aussi, en contexte pour voir ce qui existait tout simplement et ce qui n'existait pas aux différentes époques. Comment on fait cela? Comme vous le disiez, par beaucoup de ce petit carottage, ce petit fouille archéologique aussi profonde que possible et par beaucoup d'études de sédimologie, paléobiologie, palynologie et aussi beaucoup de carbone 14 parce qu'il faut sur chaque carotte au moins 5 à 7, c'est un minimum de datation et cela coûte évidemment cher. Les géomorphologues de l'Université de Bucarest, et comme vous voyez ici, avec le MITA Préotas, ont fait des carottes dans tout le delta et ils sont arrivés à cette reconstitution de l'évolution du delta du Danube, une évolution extrêmement complexe parce qu'il y a des facteurs tectoniques qui sont extrêmement difficiles à comprendre. En tout cas, on sait que le Danube s'est coulé d'abord par un bras vers le sud et qu'il construit les bras progressivement vers le nord. Donc, c'est ce qui est au sud, c'est le plus ancien. Et ensuite, progressivement, on avance vers le nord en sachant que le bras nord, dont je vais vous parler un peu plus, le dernier qu'il y a, est très récent. Et je vais vous montrer qu'en fait, il commence précisément à l'époque romaine et que c'est nous, avec nos textes littéraires, Cocorico, on peut leur donner la date encore plus précise que le carbone 14. Donc, évolution du delta. Donc, vous voyez ici, on est sur le premier lobe. Donc, c'est 8000 ans, c'est-à-dire 6000 ans avant Jésus-Christ. On a des sites chalcolithiques ici qui ont été inondés au moment où le fleuve a commencé à construire ses dépôts. On avance dans le temps. Là, on est 4000 avant le présent, donc 2000 avant Jésus-Christ. Ensuite, vous voyez un très grand lobe qui va dans la mer. C'est le principal à l'époque grecque, parce que là, on est 3000, 2000 avant Jésus-Christ, c'est le lobe de Céline, qui est beaucoup plus avancé dans la mer qu'aujourd'hui, entre-temps l'érosion. Donc, vous voyez, le fleuve construit, la mer déconstruite par derrière, et c'est très intéressant parce que cette reconstruction nous permet aussi de comprendre certaines figures, certaines représentations de la mer Noire, comme par exemple l'arc site d'Amiens-Marcelin. On peut en parler si cela vous intéresse. Et donc, ensuite, on a des deltas secondaires dans les derniers 2000 ans. Et finalement, comme je vous disais, au nord, c'est très récent, ça commence à l'époque romaine. Et en fait, ça ne dépasse cette presqu'île dont je vais vous parler tout de suite qu'à partir de l'époque médiévale. On est vraiment à la fin de l'époque byzantine et on est dans l'époque génoise. Et là, on est carrément dans les derniers 200 ans. Ça nous permet au passage de voir que dans 200 ans, on a construit tout ce qu'on a construit jadis en 2000 ans. C'est à cause de l'érosion, de la dégradation des sols, de la déforestation. Le fleuve renvoie plus de sédiments. Et voilà donc un scénario qui va d'il y a 7500 ans ici jusqu'à quelque chose qui est la situation actuelle en construction conjointe du fleuve et de la mer. Mon travail ici a été donc de rapporter avec l'aide des collègues archéologues, mais c'était surtout mon travail de centraliser toutes les documentations archéologiques, aller sur le terrain, comparer avec tout ce qu'on a pu écrire dans les rapports, etc., les publications diverses, et aussi de confronter avec toutes les sources littéraires, comme je vous disais, sur 2500 ans. Et les résultats ont été intéressants parce que nous sommes arrivés à proposer des noms pour les différents bras de fleuves qui étaient plus importants à différentes époques et qui aujourd'hui peuvent être simplement des canaux. Tout cela, on a pu le faire évidemment seulement avec ces géomorphologues qui connaissent parfaitement la région. Ils vivent pratiquement, ils sont à l'université de Bucarest, mais ils vivent dans le delta, ils peuvent être même Stroé et l'unité Préotas, mais aussi de proposer une interprétation, j'espère, convaincante pour une identification dans des deux sites les plus importants à l'époque byzantine et médiévale de tous les États. Je parle de Nicostomo qu'il y a pour lequel, grâce à ces carottes et à ce travail géoarchéologique, j'espère arriver à une solution convaincante d'identification et de reconstitution de l'histoire et de la géoarchéologie.
Voilà donc pour ce delta septentrional, comment on a fait concrètement. Donc, on a fait beaucoup de carottes qu'on a tapées donc on a réussi à tracer. Donc, on voit qu'il y avait des lagunes et ensuite, dans ces lagunes qui étaient fermées déjà par un cours d'eau maritime qui avait été formé préalablement. Donc, ça, on a daté avec thermoluminescence et on a vu comment le fleuve est arrivé dans ce que les Romains appelaient Tiagola. C'est très intéressant parce qu'on va voir comment on peut comprendre un nom qui ne faisait absolument pas sens avec une reconstruction de géoarchéologie. Donc, il y a ce fleuve qui arrive, le bras nord, et donc les géomorphologues me disent ben, c'est à peu près 2000 BP, before present. Et pardon, comme je vous disais, le texte est très précis parce que le texte de Tacite, le début de la Germanie, dit qu'il y a le septième bras du fleuve, donc en comptant du sud vers le nord, qui commence à se former et qui se déverse dans les lagunes. Et on le voit très bien, donc on a pu le reconstituer, il est ici. Et donc Tacite donne une information très précise, c'est bien daté, on est en 98 après Jésus-Christ. L'archéologie confirme aussi, parce qu'on a un site ici pas loin très important, c'est Noviodum, qui, pareil, d'après une application que je propose maintenant, est en fait le plus grand site byzantin par la suite, Vicina. Donc là, on a une datation claire. Les Romains s'installent effectivement dans la dernière bouche au nord du fleuve. Vous voyez ici une photo de ce site Noviodum, guidé par Aurèle Sénéca. Maintenant, comment on identifie les noms de ces lagunes? Parce qu'évidemment, ce n'est pas évident. Est-ce que les Romains, c'est tout un débat, est-ce que les Romains et ensuite les auteurs comme Tacite, Ptolémée, Amien, Marcellin savaient de quoi ils parlaient? Parce que Tacite n'est pas venu ici. Et évidemment, pas tous les auteurs ont la même qualité d'information. Eh bien, je dois dire que les Romains savaient très bien de quoi ils parlaient, en particulier Tacite et Ptolémée, parce que tout cela colle très bien. Donc, en recalculant les latitudes et longitudes de Ptolémée, on voit que tous ces lagunes vont s'appeler effectivement Tiagola et que tout cela se déversait dans la mer par une bouche xylon. Donc, on est en grec, le nom xylon, ça signifie la bouche faible, c'est-à-dire parce que probablement elle n'était pas très profonde, elle était difficile pour les navires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que signifie Tiagola. Et là, on arrive de nouveau à la linguistique et même à la philologie. Tiagola, donc ça sonne déjà Gola, ça sonne quelque chose donc, dans une langue de niveau est-iranienne. Eh bien, on voit qu'Amien Marcellin ne parle plus de Tiagola, contrairement à Ptolémée, mais il dit qu'il y a une sixième bouche, et donc, la bouche la plus septentrionale dont il donne le nom du Danube, c'est Sténostoma. Or, stoma, c'est Gola, donc la bouche. Sténos, si on fait un peu d'étymologie encore indo-iranienne, on voit que Tia peut être, c'est la bouche aiguë, celle qui est aiguë, celle qui est serrée, un peu comme le sténos en grec. Donc, on aurait ici un nom sarmate, Tiagola, qui désigne une bouche qui se déversait à l'époque romaine dans une lagune et qui est traduit donc, en grec, sténostoma, et Amien Marcellin, qui connaissait vraiment bien de quoi il parlait, à l'occasion des guerres auxquelles il a participé, donne le nom grec transcrit en latin. Maintenant, les géomorphologues m'ont éclairé qu'au moment où un fleuve forme une bouche dans une lagune, cette bouche ne peut être que aiguë à cause des bandes des sables. Donc, il y a une description assez précise, c'est-à-dire que ces gens savaient de quoi ils parlaient. Mais Amien Marcellin parle déjà d'une autre bouche qui serait un peu plus au nord, donc on a progressé dans le temps. On est au IVe siècle après Jésus-Christ, donc on voit l'évolution du delta qui bouge vers le nord. Et ici, ça serait le cas où la géoarchéologie nous aide à trancher dans un problème d'édition de texte, parce que dans le texte d'Amien Marcellin, on nous dit que la septième bouche du Danube, et les manuscrits donnent genus. Genus est palus disticiem negro. Et donc, évidemment, ce n'est pas possible que ça soit genus, il faut que ça soit un adjectif. De genus, la corruption la plus facile serait ingens. Donc, c'est une bouche énorme qui a des liens avec des lagunes énormes, noires, etc. C'est-à-dire, on ne voit pas très bien le fond. Mais les philologues du 19e siècle et du début du 20e ont pensé, mais comment ça c'est possible une bouche qui vient de naître, qu'elle soit déjà ingens? Ce n'est pas possible, il faut corriger. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas parce qu'avec la géomorphologie, on voit qu'en fait, il s'agissait de cette bouche qui devait être ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, voilà.
c'est tout simplement un déversement de ces lagunes qui est au nord donc, des bouches principales, un déversement de ces lagunes à travers le cordon littoral. C'est-à-dire, Amiens Marcelin savait très bien de quoi il parlait. Les manuscrits sont légèrement corrompus, mais il ne faut absolument pas corriger trop fort. S'il s'agit vraiment d'une bouche, on peut entrer avec les bateaux dans ces lagunes du nord qui ont été par la suite occupées par la progradation du fleuve. Parce que, à l'époque byzantine, et que je finis avec cela, on installe ici, comme je vous disais, l'une des plus importantes. Il y a deux grandes villes, Vicina et Nicostum. Au moment où le fleuve, vous voyez sur l'image B, on a un grand promontoire et quand le delta arrive ici, à la fin de l'Antiquité, et à l'époque byzantine, il va briser en deux ce promontoire et le fleuve va passer entre isolant une île au sud et un promontoire au nord. Maintenant, il y a toute une discussion, donc des centaines d'articles, parce que il y a un petit site, ici c'est la frontière entre l'Arménie et l'Ukraine, il y a un petit site sur cette île qui s'appelle Kilia Veke, c'est-à-dire l'ancienne Kilia, et une grande ville qui est dans l'Ukraine actuelle, sur le promontoire, qui s'appelle Kilia Nord. La question, c'est où est le site byzantin, la grande cité de Lycostomo, Kilia. Évidemment, tout le monde a cherché à Kilia Veke en Roumanie. Le problème, c'est que là, il n'y a absolument rien, mais vraiment rien avant le XVIIe, XVIIIe siècle. Et en revanche, à Kilia Nord, au nord, on a des stratigraphies qui vont sur 20 mètres. Donc, toute la question était de comprendre où était la ville. Donc, on a cherché, on a dit que c'est écoulé dans les lagunes, etc. Mon hypothèse, en lisant des documents, cette fois-ci d'époque ottomane, mais aussi en confrontant avec tout ce qui est de l'époque byzantine auparavant, c'est qu'au moment où les Ottomans ont pris cette ville, c'est-à-dire vers 1480, ils ont complètement détruit la cité et l'ont reconstruite à nouveau. Donc, cette Kilia Nord, en fait, c'est Yeni Kilia, c'est un nom de l'époque ottomane. C'est parce qu'ils ont tout simplement construit les murailles complètement de la ville. C'est un peu comme le pont Neuf à Paris, qui est le pont le plus ancien actuel. Voilà. Et aussi, ils ont pris toute la population, soit ils l'ont tué, soit ils l'ont envoyé dans le delta pour faire des pêcheries avec lesquelles ils approvisionnaient les monastères chrétiens. Donc, qu'il y avait, parce que sur cette île, on n'a pas du tout d'île, c'était en fait aussi un lieu de déportation à l'époque communiste des opposants politiques. Donc, les gens de Kilia ont été déportés ici, à Kilia Veke, et Kilia Nord, c'est la nouvelle cité qui a été construite sur le même site par les Ottomans. Ça, c'est une hypothèse, ça colle bien avec les textes, mais sans archéologie, on ne peut pas faire. Or, vous savez qu'il n'est pas tout à fait facile d'aller en ce moment en Ukraine, et donc, pour cela, il n'est pas facile depuis beaucoup d'années, surtout quand on est roman à cause de ces questions de détails nouvelles. Et donc, c'est grâce à cela que je bénéficie encore une fois de l'appui du laboratoire et des relations du laboratoire en travaillant avec Luc Lapierre, qui me suit en ce moment, et donc qui, avec à l'aide des images Pléiades, qui viennent d'être obtenues par le nous permettent de voir, et pas seulement de voir, mais de faire certaines mesures assez précises sur le site que j'ai identifié comme étant la fortification génoise et ensuite ottomane dans la ville moderne de Kilia. Vous voyez ici, il y a le fort génois qui correspond assez bien avec les archives génoises qu'on a du XIIIe jusqu'au XIVe siècle. Vous voyez ici, on voit encore les fosses avec de l'eau du Danube qui permettaient d'isoler ce fort qui, à mon avis, s'appelait Lycostomo. Donc, c'est avec un nom grec d'origine byzantine, mais cela a été développé surtout, ça existe à l'époque byzantine, ça a été développé surtout à l'époque génoise, et ensuite par les Ottomans. Donc ici, je vois Lycostomo, et un peu plus du nord, je vois Kilia, c'était sur le même site, Kilia signifiant du grec, les magasins du port. Et ici, juste avant de finir, le travail de Luc Lapierre qui peut faire des mesures et me dire, au moins, d'après ce qu'on voit de l'espace, quelles sont les profondeurs, quelles sont les dimensions de ces fortifications. Je vous remercie de votre attention.